Voici la traduction complète en français de ton texte, avec un soin particulier pour préserver le ton poétique, introspectif et émotionnel de l'original. Tu t'es déjà demandé si presque tout ce que tu attends de la vie n'allait peut-être pas arriver de sitôt, peut-être même jamais? Et le plus curieux, c'est que tu le sais déjà. Tu n'as simplement pas laissé cette idée remonter à la surface. Parce que quand elle arrive, elle fait mal. Mais quelque part, dans un coin silencieux de ta conscience, ce soupçon est déjà là, assis, attendant que tu aies le courage de le regarder en face. On vit suspendu à l'avenir. Pas par vanité, ni par naïveté, mais par survie. L'avenir est, pour beaucoup d'entre nous, une fantaisie structurante, un pacte silencieux qu'on passe avec l'existence. Tiens bon encore un peu, ça ira mieux plus tard. Et alors, on place notre espoir à la fin de l'année, ou à la suivante, ou quand les enfants auront grandi, ou quand on sera promu, ou quand on rencontrera quelqu'un de spécial, ou quand on aura assez d'argent pour enfin quitter cet endroit. Mais si l'avenir ne tenait pas ses promesses, et si ce plan qui nous soutient aujourd'hui n'existait qu'en idée, et si ce qu'on désire le plus, publier un livre, acheter une maison, changer de pays, rencontrer le grand amour, ne prenait pas des mois, mais des décennies, ou tout simplement n'arrivait jamais? Cette question n'est pas confortable, c'est pour ça que presque personne ne la pose. Parce que admettre que les fruits de notre espoir sont peut-être hors de portée immédiate ou complètement hors d'atteinte, c'est ouvrir une fissure dangereuse dans le sol sur lequel on marche. Après tout, que reste-t-il quand même l'espoir commence à vaciller? La réponse peut sembler triste, mais elle est peut-être simplement honnête et libératrice. On vit dans une culture qui valorise les grandes ambitions, les plans à long terme, les stratégies de croissance, les objectifs progressifs. Rien de mal à cela. Mais il y a un effet secondaire dans ce culte du demain. L'idée fausse que la vraie vie ne commence qu'après un événement marquant. Comme si le présent n'était qu'une répétition tiède, une attente protocolaire, une antichambre de la vie qui n'est pas encore là. La vérité, c'est qu'on place nos espoirs dans des délais que le temps réel ne reconnaît pas. On espère fleurir en plein hiver. On veut récolter avant même d'avoir semé. Et on en souffre. Peut-être que le plus grand piège de l'espoir, ce mot pourtant si joli, c'est qu'il vient déguisé en lumière, mais porte souvent en lui l'ombre de l'impatience. Et l'impatience, quand elle n'est pas reconnue, devient frustration chronique. Une sorte d'amertume discrète qui s'installe quand les choses ne se déroulent pas au rythme de notre fantaisie. Et alors, sans s'en rendre compte, on devient hostile à la vie elle-même. On commence à mépriser les jours ordinaires, à voir les moments simples comme une perte de temps, comme si la vie était toujours en retard par rapport à ce qu'elle devrait être. Et alors naît ce sentiment diffus d'injustice. Je méritais plus. Je devrais être ailleurs. Ce n'est pas suffisant. Mais et si ça l'était? Et si ce que la vie a à offrir aujourd'hui, à cet instant précis, n'était pas une version inférieure d'un futur idéal, mais bien l'essence même de ce qu'elle est? Et si l'attente de l'extraordinaire nous empêchait de voir la beauté silencieuse de l'ordinaire? C'est là qu'intervient une idée puissante, souvent sous-estimée. Vivre la vie un jour à la fois, pas comme consolation, pas comme une phrase toute faite à broder sur un coussin, mais comme discipline émotionnelle, comme un acte de résistance lucide contre l'excès de projection, comme un vœu silencieux d'attention au présent. Mais c'est difficile, parce qu'on nous a appris à mépriser le maintenant quand il ne vient pas avec des trophées. Personne ne nous enseigne qu'il est noble de bien vivre une journée ordinaire, que c'est vertueux de traverser un mardi banal sans s'effondrer, que c'est héroïque de terminer la journée sans blesser personne, pas même soi-même. Et peut-être le plus cruel, même quand on atteint quelque chose qui paraissait autrefois si lointain, un emploi, une relation, un voyage,
une reconnaissance, cela ne dure pas. Ça devient un souvenir, une habitude, un décor. Et ce qui était un rêve devient routine. Et on repart dans le cycle, en attente du prochain sommet, de la prochaine conquête, de la prochaine dose de sens. Mais que devient une vie vécue en suspens? Que devient une âme qui ne se permet de respirer que quand tout est parfait? Que devient-on quand le demain devient prison? La vérité, c'est que vivre uniquement pour un horizon lointain, c'est parfois une manière élégante de ne pas vivre du tout. Et personne ne veut l'admettre. Parce que le rêve reste trop beau pour être remis en question. Mais tout rêve qui refuse de dialoguer avec le présent risque de devenir un tyran. Ce que cette réflexion propose, ce n'est pas d'abandonner l'espoir, mais de le réenchanter, de le reconfigurer, de réconcilier l'idéal avec le possible, de faire une pause dans ce regard tourné vers le lointain pour enfin voir ce qui est déjà là. Combien de choses possèdes-tu aujourd'hui qui étaient autrefois tout ce que tu désirais? Combien de tes souhaits d'il y a des années se sont réalisés sans que tu ne t'en rendes compte? Combien de victoires silencieuses passent inaperçues chaque jour simplement parce qu'elles ne font pas de bruit? La vérité, c'est que la vie nous donne rarement tout d'un coup. Elle nous offre des morceaux, des fragments, des moments si petits que seuls des yeux attentifs peuvent les voir. Et quand les yeux sont hypnotisés par le futur, ils deviennent aveugles au présent. Peut-être que le secret, c'est réapprendre à voir. Voir ce qui se passe maintenant, même si ça ne semble pas grand-chose. Voir qu'un café chaud peut être un miracle, qu'une étreinte peut suffire, qu'un message simple peut éviter un effondrement, qu'une promenade avec son chien peut être une vraie célébration, que le silence peut être un repos, pas un vide, qu'un jour sans drame peut être une victoire. Mais pour ça, il faut ralentir l'âme, il faut dégonfler l'ego, il faut accepter que bien vivre ne veut pas dire vivre en extase. Cela veut dire vivre en présence. Et peut-être que c'est là la leçon la plus difficile de notre époque. Nous n'avons pas besoin d'être extraordinaires tout le temps. Nous n'avons pas besoin d'être productifs tout le temps. Nous n'avons pas besoin d'être heureux tout le temps. Nous avons besoin d'être vivants. Et être vivant, parfois, ce n'est que ça. Se réveiller, traverser la journée sans exploser, s'endormir avec une paix relative et recommencer. Et cela, c'est déjà immense. Mais la question continue de résonner. Sommes-nous vraiment capables de vivre un jour à la fois dans un monde qui nous pousse à vivre des décennies en une semaine? Sommes-nous capables de valoriser l'instant sans sombrer dans le nihilisme, sans nous décourager, sans renoncer? Est-il possible de trouver de la joie dans la modestie, sans que cela sonne comme une résignation? Ce sont des questions qui ne trouvent pas de réponse dans les recettes prêtes à l'emploi. Mais peut-être que la réponse se trouve moins dans ce qu'on pense que dans ce qu'on ressent, moins dans les discours, plus dans les expériences. Et peut-être, juste peut-être, que la seule façon de comprendre tout ça, c'est de vivre, un jour à la fois. La plupart d'entre nous ne comprend la valeur de vivre un jour à la fois que lorsqu'il n'y a plus d'autre option. Quand le futur disparaît, quand l'idée même de prévoir demain sonne comme une blague cruelle, quand tu te réveilles et réalises que la seule chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est survivre. Tu as déjà vécu quelque chose comme ça? Un de ces moments où le temps s'effondre et tout ce qui reste, c'est le présent. Pas un présent doux, magique ou apaisant, mais un présent urgent, parfois douloureux, qui exige tout de toi et qui, malgré ça, ne promet rien. Imagine, tu as un accident de voiture, grave. En une fraction de seconde, ta vie se résume à un lit d'hôpital. Tu es immobile, sous calmant, vulnérable. La liste des choses, ce que tu devais faire cette semaine, réunion, courses, salle de sport, ce voyage prévu,
semble maintenant appartenir à une autre vie. Pendant des semaines, tu ignores si tu sortiras de là avec toutes tes capacités intactes. Et ensuite, une fois sorti, le monde dehors te paraît plus bruyant, plus rapide, plus étrange. Les gens te demandent comment tu vas. Tu penses aux fractures, à la douleur, à la nausée, à l'incertitude. Mais tout ça est difficile à expliquer. Alors, tu résumes avec une phrase qui porte en elle une sagesse presque involontaire. On y va un jour à la fois. C'est là que commence la transformation. Parce que cette phrase n'est pas qu'une formule polie. C'est un nouveau pacte avec le temps, un contrat d'urgence avec le réel. C'est comme si tu disais « Aujourd'hui suffit. Aujourd'hui est ce que j'ai. Aujourd'hui, c'est tout. » Et le plus étonnant, c'est que même dans les pires journées, quelque chose se révèle. Un geste simple, une visite inattendue, une chanson dans le couloir, un beau ciel par la fenêtre. La vie, même blessée, continue de vouloir te parler. Ou imagine une autre scène. Une femme de 89 ans, lucide, vive, l'esprit affûté, mais un corps lent, douloureux, fragile. Il y a un mois, elle est tombée. Son genou gauche allait mal depuis des années. Maintenant, c'est pire. Se lever du lit est devenu un événement. Aller jusqu'au balcon, un périple. Hier, elle a pu s'occuper de quelques plantes. Aujourd'hui, peut-être qu'elle pourra aller jusqu'à l'épicerie. On demande à sa soignante comment elle va. La réponse arrive, sereine. On y va un jour à la fois. Dans cette réponse, il n'y a pas de pitié. Il y a de la dignité. La reconnaissance que le corps a ses limites, mais que la vie continue de chercher du sens. Dans ce qui est encore possible. Ces scènes ne sont pas rares. Elles sont autour de nous et peut-être en nous. Mais dans notre course à l'apparence de force, à la façade impeccable, au « je vais bien », on ne raconte pas ces histoires. On apprend à ravaler le présent douloureux pour continuer à paraître fonctionnel. Mais si ces histoires étaient les plus importantes, et si c'était justement quand la vie se brise qu'on apprend ce que c'est, être entier? Pense maintenant à un couple qui vient d'avoir son premier enfant. La grossesse a été difficile. L'accouchement, traumatisant. Le bébé est né avec une jaunisse sévère et a dû subir une transfusion. Les premiers jours ont été traversés par une peur coupante. Maintenant, enfin, mère et enfant sont à la maison. Mais les nuits sont longues. Le bébé pleure beaucoup. Il réagit mal aux médicaments. L'épuisement flotte dans l'air comme un brouillard. Aujourd'hui, pour la première fois, il y a une petite chance d'aller jusqu'au parc, si le temps le permet. Voir quelques fleurs, respirer. Un voisin curieux demande comment ça va. Et la réponse, encore une fois, sort presque comme un mantra de survie. On y va un jour à la fois. Tu vois le schéma? Ce ne sont pas des phrases de personnes vaincues, perdues ou désespérées. Ce sont des mots de résistance, de gens qui ont compris que la vie ne suit pas toujours une ligne droite, qu'il faut parfois marcher lentement parce que le sol est instable, qu'on ne vit pas en attendant un happy end, on vit, malgré tout, entre fin et recommencement. Et il est peut-être temps d'admettre, tôt ou tard, nous serons tous poussés vers ce genre de temps. Peu importe combien tu planifies, combien tu crois contrôler, combien tu te sens optimiste. La vie, à un moment ou un autre, va t'obliger à passer en mode survie. Et ce n'est pas une punition, c'est la réalité. La vraie question c'est, quand cela arrivera, sauras-tu respirer là, dans cet espace? Parce que ce que ces situations montrent, c'est que notre culture ne nous apprend pas à habiter le présent quand il fait mal. On est entraîné à fuir l'inconfort, à projeter du soulagement dans l'avenir, à chercher des distractions. Mais, s'il n'y avait pas de fuite possible, et si le seul chemin était de s'asseoir dans la douleur et d'essayer d'en faire quelque chose, le plus surprenant, c'est que dans cet endroit où tout semble effondré, se cache une forme rare de lucidité,
Quand le futur s'efface, le présent brille d'une lumière différente, comme s'il disait « Regarde-moi, je suis tout ce que tu as, et peut-être tout ce qu'il te faut ». Ce n'est sûrement pas un hasard si les personnes en deuil, en maladie ou en crise profonde rapportent une présence plus vive, un regard plus attentif, une émotion plus honnête, parce que là, on ne peut pas tricher, on ne peut pas faire semblant, on ne peut vivre que dans l'instant, rien d'autre. C'est pour cela que vivre un jour à la fois n'est pas un échec existentiel. C'est une forme radicale d'amour de soi, un acte de courage, une rébellion silencieuse contre tout ce qui nous pousse à accélérer, à simuler, à performer. Et si toi, tu es en train de vivre quelque chose comme ça, une pause forcée, un échec, une période d'incertitude, sache que tu n'es pas en dehors de la vie. Tu es au centre d'elle, au point exact où les plans s'effondrent et où la vérité se montre. La vérité que vivre n'a jamais été une équation parfaite. Vivre, c'est parfois tâtonner dans le noir, c'est avancer, même avec la peur. C'est accepter que peut-être, aujourd'hui, n'apporte pas de réponse, mais peut offrir une présence, un souffle, peut-être même de la beauté. Et pas une beauté romantique, édulcorée, mais une beauté brute, réelle, celle de voir son enfant dormir paisiblement après une semaine chaotique, de pouvoir monter les escaliers sans douleur, de manger un plat chaud et l'espace d'un instant, sentir que tout va bien, de recevoir un appel inattendu, de rire, même juste quelques secondes, au milieu du chaos. Peut-être que tu ne sais pas ce qui va se passer le mois prochain, peut-être même pas demain. Mais et aujourd'hui, que peux-tu faire de ce jour? Que peux-tu sauver de cet instant? Que peux-tu voir, toucher, ressentir, remercier? La réponse ne changera peut-être pas le monde, mais elle peut changer ton énergie, ta posture, ton rythme intérieur. Parce qu'un jour à la fois, c'est peu, mais c'est assez. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a reconnu cet appel. Parce que tu ressens peut-être, toi aussi, même en silence, que le seul temps qui compte, c'est celui-là. Celui que tu tiens entre les mains. Le reste, personne ne le contrôle. Tu as déjà pensé que peut-être, c'est l'espoir qui t'empêche d'avancer? Je sais, ça semble absurde. Après tout, on grandit en entendant que l'espoir est essentiel, que c'est lui qui fait avancer le monde, qui sauve, qui console. Mais si je te disais que, dans bien des cas, c'est justement lui qui provoque une forme subtile de souffrance chronique, que parfois c'est lui qui empêche la paix, ça paraît contre-intuitif, je sais. Mais peut-être que l'espoir, tel qu'on le vit aujourd'hui, est empoisonné. Ce n'est pas un espoir doux, nourrissant, c'est un espoir anxieux, impatient. Un espoir qui ne supporte pas le présent, qui rejette l'instant, qui exige des résultats et s'irrite du rythme de la vie. Tu t'es déjà senti comme ça? Coincé entre ce que tu voudrais et ce qui est? Cet entre-deux, ce vide, c'est là que vit la frustration. Pas une douleur aiguë, pas une tragédie claire, mais une forme d'usure invisible. Une fatigue née de l'écart entre le monde qu'on imagine et celui qui, en retour, nous offre le silence, entre le « ça aurait déjà dû arriver » et le « pas encore cette fois ». Alors arrive l'impatience, ce sentiment tenace qui murmure « je fais tout ce qu'il faut, pourquoi ça ne marche pas ?» Mais la vie est-elle une équation? Est-ce que nos efforts, même sincères, garantissent un résultat? Ou est-ce que la douleur vient justement de cette attente de contrôle? De croire que tout peut se résoudre avec de la discipline, du focus, de l'optimisme. Et si ce n'était pas le cas, il existe une idée douloureuse, mais libératrice. Certaines choses s'amélioreront, d'autres non, et c'est OK. Ça semble décourageant? Peut-être,
Mais ça peut aussi être un soulagement, parce que ça signifie que tu peux cesser d'attendre que tout ait du sens tout le temps, que tu peux respirer au milieu du chaos, que tu n'as pas besoin de conquérir le monde avant de te reposer, que tu n'as pas besoin d'être plus, de produire plus, de tout régler. Maintenant, c'est là qu'émerge une autre forme d'espoir. Un espoir qui n'est pas ambition, ni projection. Presque son contraire, l'acceptation. Mais pas au sens de renoncer, au sens d'aimer ce qui est déjà là. Tu arrives à faire ça? À regarder ta journée avec ses défauts, ses retards, ses douleurs, et à y trouver quand même quelque chose qui en vaille la peine. Peut-être pas, pas encore. Et c'est OK, parce que c'est un processus. Et comme tout vrai processus, il est lent, maladroit, plein de rechutes. Mais il existe un moment de bascule, un point où tu cesses d'évaluer la valeur de ta journée en fonction de ce que tu as accompli, pour la mesurer selon ce que tu as enduré, ce que tu as porté, ce qui ne s'est pas brisé, même quand tout tenait à un fil. C'est de la faiblesse ou bien de la maturité? On nous a appris à voir la force dans la victoire, dans la conquête, dans le dépassement de soi. Mais peut-être que la vraie force, c'est de rester calme au cœur de la tempête, de ne pas abandonner quand rien n'a de sens, de continuer à marcher même quand l'avenir est flou. Et oui, ça peut paraître petit, trop discret pour qu'on l'appelle vie épanouie. Mais peut-être qu'il est temps de repenser ce qu'on appelle épanouissement. As-tu remarqué que les plus grandes victoires de la vie se passent dans le silence? Personne n'applaudit quand tu pardonnes quelqu'un, quand tu réussis à dormir après une crise d'angoisse, quand tu choisis de ne pas te saboter, quand tu restes gentil malgré la colère. Mais peut-être que ces moments, ces instants microscopiques de lucidité, sont les fondations de ta reconstruction. Et pour ça, ce n'est pas l'espoir impatient qui aide. C'est autre chose, un sentiment plus rare, plus mûr, une mélancolie douce, une tristesse tranquille, qui ne paralyse pas, qui ne déprime pas, qui n'efface pas la douleur, mais ne lutte plus contre elle, qui juste marche à côté. Tu l'as déjà ressenti, cette mélancolie-là. Elle ne crie pas, elle ne dramatise pas, mais elle t'accompagne comme une ombre bienveillante. Une ombre qui ne te demande pas d'aller mieux tout de suite, qui te laisse vivre des jours moyens, des semaines grises, des fins d'après-midi silencieuses, sans devoir faire semblant d'être enthousiaste. C'est cette mélancolie, et non l'euphorie, qui porte les projets de longue haleine, qui supporte l'effort de la création, de la guérison, de la reconstruction, parce qu'elle ne s'illusionne pas avec des résultats instantanés. Elle sait qu'écrire un livre prend des années, que prendre soin de quelqu'un est un travail de décennies, qu'élever un enfant est un processus sans garantie, que guérir d'un traumatisme, c'est comme broder dans le noir. Tu arrives à être patient avec ça? Ou attends-tu encore un miracle pour résoudre ce que seul le temps peut guérir? Regarde autour de toi. Les choses les plus précieuses sont aussi celles qui prennent le plus de temps. Et, ironiquement, ce sont celles qui demandent le plus de constance, pas plus d'intensité. Vivre un jour à la fois n'est pas un raccourci. C'est un chemin plus profond. C'est la différence entre l'anxiété et la maturité, entre le désespoir et la persistance, entre vouloir que la vie soit parfaite et travailler avec la vie telle qu'elle est. C'est là que se trouve l'espoir qui en vaut la peine. Celui qui n'a pas besoin de promesses. Celui qui se satisfait d'un après-midi paisible, d'un geste tendre, d'une pensée claire. Parce que ce que tu essaies de construire, un nouveau départ, une réconciliation, ou juste un peu de paix intérieure, ne viendra pas comme une vague, mais comme une goutte, goutte après goutte, jour après jour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui compte. Parce qu'il fait partie de la guérison, de l'histoire, du chemin.
d'une transformation qui, un jour, semblera évidente, mais qui, pour l'instant, ressemble juste à de la fatigue. Si tu es fatigué, ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu essaies. Et essayer, ça épuise. Soigner, ça épuise. Grandir, ça épuise. Mais ça vaut la peine. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une encre, d'un rappel, d'une compagnie silencieuse qui te murmure « Tu n'es pas seul, le chemin est long, mais tu l'as déjà commencé. » Et si aujourd'hui est juste un jour comme les autres, tant mieux, parce que la vie se construit justement dans ces jours-là. Les jours ordinaires portent les jours extraordinaires. Les jours gris préparent la lumière. Les silences sont l'endroit où l'âme respire. Alors, respire et reviens demain, un jour à la fois. Et si je te disais que les moments les plus importants de ta vie sont peut-être déjà arrivés et que tu ne t'en es pas rendu compte? C'est étrange de penser comme ça, n'est-ce pas? On imagine toujours que les grands moments sont évidents, retentissants, entourés en rouge sur le calendrier. Mariage, diplôme, promotion, naissance d'un enfant. Mais si ce qui façonne vraiment ton âme, c'était justement ce qui est passé inaperçu. Un regard, un silence, un geste banal qui, pour une raison mystérieuse, a tout changé à l'intérieur. Combien de fois as-tu remercié pour une journée qui s'est terminée sans douleur? Pas de dispute, pas de crise, pas de perte. Juste le minimum qui fonctionne. Tu as respiré, mangé, échangé quelques mots sincères avec quelqu'un et dormi en paix. Ça semble peu, mais c'est peut-être déjà énorme, peut-être même trop, si tu y réfléchis bien. Le problème, c'est que notre manière de mesurer ce qu'est une bonne vie est presque toujours faussée. On a appris à attendre de grandes scènes, des tournants épiques, des récits de films. Sauf que la vie, la vraie, celle qu'on vit au quotidien, se compose d'interruptions, de répétitions, de détails, et ce sont ces détails qui soutiennent l'ensemble. As-tu déjà ressenti du plaisir à plier du linge propre? Souri en voyant un ciel dégagé après plusieurs jours gris? T'es-tu déjà arrêté une minute pour écouter le sifflement de la bouilloire avant qu'elle ne bout? As-tu remarqué que ces choses arrivent sans que tu sois vraiment présent? Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à ignorer ce qui ne crie pas, à mépriser ce qui n'impressionne pas, à courir après ce qui manque, sans prendre soin de ce qui est déjà là. Et alors naît une tragédie silencieuse. On accumule les réussites, mais on reste insatisfait, parce que personne ne nous a appris à voir pour de vrai, à voir que le petit déjeuner avec une personne qu'on aime peut être un miracle, que le simple fait de marcher sans douleur est un privilège, que rire jusqu'à en perdre le souffle est un luxe, qu'une douche chaude, un jour difficile, peut être aussi sacré qu'une médaille. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui vend des promesses. Tout le temps. Promesses d'un corps idéal, d'un amour bouleversant, d'un succès spectaculaire. Et à force, on apprend à repousser la gratitude, à se dire qu'on ne remerciera que lorsque tout sera parfait. Mais si ça ne l'est jamais, et si la paix que tu attends ne venait que le jour où tu cesses d'attendre la perfection. Ce n'est pas une invitation à la résignation, c'est une invitation à ouvrir enfin les yeux. Comme cette vieille dame qui, chaque matin, remerciait de pouvoir voir le lever du soleil depuis son balcon. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Mais ce n'est pas toujours la même vue. » Et elle a répondu « C'est justement pour ça que je remercie, parce qu'un jour, elle disparaîtra. » As-tu déjà pris le temps de remercier pour ce qui est déjà devenu paysage dans ta vie? C'est un exercice étrange au début. On se sent un peu naïf, un peu ridicule. Mais peu à peu, quelque chose change. Tu réalises que le pain sur la table vient de quelqu'un qui s'est levé à 4 heures du matin, que l'appel que tu as reçu voulait dire « J'ai pensé à toi », que ton corps, même fatigué, continue de te porter. Et là, tu comprends.
La vie est en train de se dérouler, ici, maintenant, dans les détails. Mais cela demande un entraînement, parce que le bruit autour est fort, et il te répète sans cesse que tu n'as pas encore réussi, que c'est insuffisant, que tu dois aller plus vite. Alors vient la question, comment faire taire ce bruit sans se couper du monde? La réponse est peut-être dans la création de petits rituels de présence, des choses à toi, simples, mais pleines d'intention. Faire le café du matin un peu plus lentement, écrire 3 lignes dans un carnet, regarder par la fenêtre 5 minutes sans ton téléphone, écouter une chanson les yeux fermés. Tu n'as pas besoin de devenir moine. Tu as juste besoin de revenir à toi. Parce que lorsque tu commences à voir la valeur dans le minuscule, le temps change de texture. Les jours cessent d'être des marches à gravir. Ils deviennent des destinations. Et ce qui te semblait être un mardi comme un autre devient digne d'être gravé dans la mémoire. Tu te souviens de l'enfant qui apprend à marcher? Il célèbre chaque pas. Chaque équilibre bancal est une victoire. Il ne se juge pas de ne pas courir. Il sourit parce qu'il a marché. Et nous, quelque part en chemin, avons oublié cette joie simple. Nous avons commencé à croire que seules les grandes choses comptaient, mais le formidable, presque toujours, naît du quotidien bien vécu. Cette amitié qui aujourd'hui te soutient a commencé par un salut. Le métier que tu exerces est né d'un intérêt anodin. Et même l'amour de ta vie, si tu l'as rencontré, est arrivé un jour banal, alors que tu ne t'y attendais pas. Autrement dit, les grandes choses entrent par la porte de service. Et si c'est ainsi, pourquoi continuons-nous d'attendre que le sens de la vie arrive avec des feux d'artifice? Peut-être parce que nous avons peur que le simple soit trop peu, que vivre bien soit un synonyme de se contenter. Mais c'est une erreur. Le simple, ce n'est pas moins. C'est ce qui reste quand toutes les illusions tombent. Et lorsque tu arrives enfin à voir le miracle dans le banal, dans un verre d'eau, un rire idiot, un ciel orangé, tu découvres une force silencieuse. La force de celui qui n'a pas besoin d'applaudissements, de celui qui ne dépend pas du spectaculaire, de celui qui porte le monde avec les yeux ouverts et le cœur en paix. T'es-tu déjà offert ce cadeau? T'es-tu déjà permis de t'arrêter au milieu de la course juste pour dire « ça, c'est déjà assez » ? Si tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui, fais-le. Maintenant. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui, là, dans cet espace où tu es, mérite d'être remarqué? Une plante? Une odeur? Un bon souvenir? Un son que tu n'avais même pas encore entendu? Et si, par hasard, tu ne trouves rien, ferme les yeux et ressens ton propre corps. Ressens ta respiration, ta pulsation, le simple fait d'être vivant. Ça suffit. C'est un début. Et peut-être, c'est déjà l'essentiel. Parce qu'au fond, tout ce qu'on cherche, la paix, la joie, la connexion, se cache dans ces jours qu'on méprise, dans ces heures qu'on néglige, dans ces instants qu'on croit insignifiants, mais qui un jour nous manqueront. La vie n'est pas ce qu'on nous avait promis. Et peut-être que ce qu'il reste, une fois que cette vérité éclate, c'est justement la partie la plus honnête de l'existence. C'est étrange à dire, mais avec le temps, et surtout avec les déceptions, on commence à comprendre que ce n'est pas toujours une question d'effort. Ce n'est pas toujours la faute du destin, ni un sabotage de l'univers. Parfois, simplement, ce n'était pas possible. Parfois, les choses ne se réalisaient pas. Et malgré tout, la vie continue. Tu as déjà ressenti ça? Cette sensation que tout est un peu de travers, un peu décalé, mais qu'il y a quand même une petite étincelle, presque invisible, qui continue de te pousser en avant. Cette étincelle a un nom, mais ce n'est pas optimisme. Ce n'est pas non plus espoir. C'est quelque chose de plus humble, de plus mûr, quelque chose qui ne brille pas sur les réseaux sociaux, qui ne se vend pas en livre de développement personnel,
mais qui soutient, en silence, ceux qui tiennent bon. Ce quelque chose, c'est la résilience sans glamour. Une force qui ne se montre pas, qui ne crie pas, qui reste, qui fait la vaisselle après avoir pleuré, qui refait le lit sans savoir si la journée sera meilleure, qui décroche le téléphone, même avec le cœur lourd. Et pour comprendre la valeur de cette force invisible, il faut peut-être regarder ce qui reste quand tout échoue. Tu connais l'histoire de Torudut? Elle est née en 1856 à Calcutta, dans une famille indienne lettrée, à l'époque du joug colonial britannique. Très jeune, elle a écrit des poèmes, des romans, des récits, dont beaucoup ne seront reconnus que bien après sa mort précoce, à l'âge de 21 ans. Elle a traversé la perte de ses frères, des maladies pulmonaires, le racisme systémique de l'Empire. Et pourtant, elle écrivait, en silence, sans savoir si quelqu'un la lirait, sans certitude d'assister au changement. Et elle ne l'a pas vu. Mais elle a laissé de la beauté, laissé des mots, laissé de la résistance. Et si la vie c'était ça, un geste sans public, une beauté créée sans garantie, un effort silencieux, peut-être jamais reconnu, mais qui malgré tout a du sens. Je respire. Peut-être que c'est le moment de faire une pause et de te poser cette question. Qu'est-ce que tu portes que personne ne voit? Combien de choses fais-tu en pilote automatique, sans spectateurs, sans applaudissements, mais qui, si tu y réfléchis, sont de véritables actes de résistance? Payer une facture, alors que le compte est vide. Continuer d'aller au travail, même s'il ne te valorise pas. Prendre soin de quelqu'un sans entendre un merci. Choisir de ne pas blesser, même en étant toi-même blessé. Ce sont ces gestes-là qui soutiennent le monde. Pas les gros titres, pas les posts LinkedIn, mais ces micro-décisions invisibles qui maintiennent la vie en équilibre. Et c'est pour cela que, quand tout s'effondre, les plans, l'espoir, l'optimisme, ce qui reste peut encore être précieux. Ce qui reste peut être ta version la plus authentique. Parce que c'est là, quand il n'y a plus de décor, que tu te vois vraiment. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup disent « stop » et se retirent. Et c'est OK si c'est ton cas. Mais il y a aussi ceux qui, à cet instant de chute, aperçoivent une brèche, une fissure, un détail oublié, comme Vincent van Gogh, interné dans un asile du sud de la France, rongé par les hallucinations, les tremblements, les crises, mais encore capable de regarder les fleurs. Pas pour fuir, mais comme si c'était sa dernière raison de rester debout. Il ne peignait pas pour impressionner. Il peignait pour résister. Et peut-être que c'est ça que les fleurs nous disent, que la beauté souvent est le dernier refuge d'une âme épuisée qui refuse de s'éteindre. Mais pourquoi est-ce si difficile à voir dans notre quotidien? Parce que notre culture vénère l'épique et méprise le suffisant. Elle glorifie les sommets et oublie l'effort. On nous apprend à célébrer l'arrivée, jamais le chemin. Et encore moins ceux qui tombent, recommencent, trébuchent, redémarrent de zéro. Mais les statistiques disent ce que les discours ne disent pas. D'après la Mental Health Foundation, en Europe, près de 74% des adultes déclarent s'être sentis à un moment tellement accablés par les responsabilités et les attentes qu'ils ne pouvaient plus faire face à la vie. Ce n'est pas un manque de force, c'est un excès de pression. Et pendant ce temps, une étude de Harvard, le Harvard Study of Adult Development, l'une des plus longues jamais menées, plus de 80 ans, a montré que la clé d'une vie satisfaisante n'est ni le succès matériel, ni la célébrité. C'est la qualité des liens humains, la capacité à être présent, à vivre vraiment chaque phase, même les plus insupportables. Je respire. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Le monde nous pousse à gagner. Mais la science insiste. Ce qui nous sauve, ce sont les détails, les relations, le simple, le suffisant. Alors pourquoi résiste-t-on autant à cette idée?
Peut-être parce qu'accepter le simple, ça ressemble à une défaite, comme si on renonçait à quelque chose de plus grand. Mais ce n'est pas une défaite. C'est peut-être la victoire la plus adulte qu'on puisse obtenir. Tu arrives à penser à un moment de ta vie où le simple t'a sauvé. Peut-être que ce n'était pas un événement. Peut-être que c'était une sensation. L'odeur d'un gâteau dans une maison inconnue. Une main posée sur ton épaule au bon moment. Un regard complice au milieu du chaos. Des instants qui ne changent pas le monde. Mais qui te change, toi? Et quand tu changes, tout ce qui t'entoure commence à avoir un peu plus de sens. Non parce que c'est devenu facile, mais parce que tu es devenu plus présent. Peut-être que c'est ça que le temps essaie de nous apprendre quand tout s'écroule. Que la joie ne réside pas dans le fait de conquérir, mais dans le fait d'être entier dans ce qui est. Cette idée fait peur au début, parce qu'elle vient avec un deuil. Le deuil des versions de nous qui n'ont jamais vu le jour, des projets qui ne se sont pas réalisés, des images idéalisées qu'on avait de soi-même. Mais après le deuil, vient quelque chose de rare, la paix. La paix de ne plus devoir prouver, de ne plus devoir faire semblant. La paix d'exister, simplement, avec dignité et douceur. Et ça, aucun marketing ne peut le vendre. Parce que cette paix ne s'exhibe pas, ne se publie pas. Elle se vit. Et si tu es ici à lire ou écouter ça, c'est que tu l'as peut-être déjà ressenti, même timidement, même en pleurant, même douloureusement. Alors garde ça avec toi. Ce qui reste quand tout échoue est peut-être exactement ce que tu cherchais sans le savoir. Un toi plus vrai, plus calme, plus entier. Je respire. Tu n'as pas besoin de courir vers la prochaine étape de ta vie. Tu devrais peut-être t'asseoir un moment dans celle-ci. Sentir l'odeur du repas, la texture du canapé, la température de l'eau dans ta main, la lenteur d'un jour qui ne te demande rien. Et si tout cela te semble trop peu, souviens-toi. Le peu suffit quand l'âme est présente. Et si, au fond, la beauté était la seule chose qui mérite encore d'être sauvée? Pas la beauté commerciale, retouchée, mise en scène, mais la beauté brute, celle qui ne sert à rien, qui ne se vend pas, celle que personne ne t'a appris à valoriser. La beauté d'un ciel lourd juste avant la pluie. La beauté d'un visage fatigué qui sourit encore. La beauté de quelque chose qui ne veut rien de toi sinon exister là, en silence. Il y a quelque chose de presque sacré là-dedans. Parce que quand tout s'écroule, quand les projets tombent à l'eau, quand les certitudes s'effritent, quand même l'espoir semble épuisé, parfois, c'est juste ça qui reste. Le reflet furtif de quelque chose de beau, au cœur de l'obscurité. Et parfois, ça suffit. Tu as déjà été dans cet état? Un de ces jours où tout semble s'effondrer à l'intérieur, mais où, sans raison logique, tu remarques un détail anodin. Un papillon qui se pose sur un trottoir, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, un rayon de soleil qui traverse le rideau, quelque chose qui ne résout rien, mais qui, l'espace d'un instant, fait taire tout le reste. Pourquoi cela se produit-il? Peut-être parce que dans un monde de plus en plus bruyant, la beauté est l'une des rares choses qui n'exige rien. Elle ne demande pas d'explication. Elle ne réclame pas de performance. Elle ne mesure pas l'efficacité. Elle se présente simplement. Et dans ce geste silencieux, elle nous invite à faire la même chose. Être. Juste être. Vincent van Gogh l'a compris. Et ce n'est pas dans un musée qu'il l'a saisi, mais dans un asile psychiatrique. Après avoir véritablement perdu la raison, il fut interné à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France. Il passait des journées entières, allongé, immobile, silencieux, aux prises avec des hallucinations, des crises, un désespoir que la médecine ne savait pas nommer. Et pourtant, même là, il s'est remis à peindre.
Mais il ne peignait pas de grandes scènes. Il ne cherchait pas le sublime. Il peignait. Le jardin de l'asile. Les racines d'un arbre. Un vase avec des fleurs ordinaires, des papillons, des ciels agités. Pourquoi? Parce que peut-être que, dans cet effondrement intérieur, c'est seulement dans la contemplation du petit, du banal, du vivant, qu'il restait encore un sol. Et s'accrocher à ce sol, c'était refuser de disparaître complètement. Tu peux imaginer ça? L'art non pas comme luxe, ni comme distraction, mais comme bouée de sauvetage, comme un fil ténu qui te relie à ce qu'il y a encore de bon, comme la dernière tentative pour rester humain, dans un monde qui, parfois, perd son humanité. Et le plus bouleversant, c'est que les œuvres que Van Gogh a créées dans cette période sont encore aujourd'hui parmi les plus marquantes de l'histoire. Pas parce qu'elles offrent des réponses, mais parce qu'elles posent des questions, avec douleur, tendresse, fragilité, et une forme de beauté que seul quelqu'un qui a touché le fond peut exprimer. Et cela nous conduit à une question inconfortable, mais essentielle. As-tu un endroit où t'ancrer? Quand tout s'effondre, pas un lieu géographique, un refuge intérieur, un geste, un rituel, une pratique, une image, quelque chose qui ne résout rien, mais qui te rappelle qu'il reste du bon dans le monde, même quand ce monde semble en ruine. Ça peut être prendre soin de tes plantes, photographier des ombres et écrire une phrase chaque soir dans un carnet, regarder le ciel avec intention, ou prendre une douche comme on dirait merci, des choses petites, des choses qui, de l'extérieur, semblent inutiles, mais qui, à l'intérieur, tiennent tout debout. C'est là que réside le secret. La beauté ne sauve pas de la douleur, mais elle empêche que la douleur nous déforme complètement. Elle est le rappel subtil que nous sommes encore sensibles, encore touchables, que nous ne sommes pas totalement endurcis. Et tant qu'en nous quelque chose réagit au beau, au simple, au gratuit, au silencieux, alors il y a de l'espoir, il y a de la vie. Mais la question suivante est inévitable. Pourquoi avons-nous cessé de voir la beauté dans ce qui est ordinaire? Peut-être parce que nous avons désappris à regarder. On nous a appris à ne voir que ce qui est utile, ce qui rapporte, ce qui sert. Et ainsi nous passons notre vie à ignorer ce qui simplement est, ce qui ne se justifie pas, ce qui ne s'offre pas, ce qui ne promet rien. Comme une fleur qui pousse dans un coin abandonné du trottoir. Elle n'est pas là pour toi. Mais si tu es présent, tu peux la recevoir, comme une grâce inattendue, comme un rappel que tout ne doit pas être mérité. Certaines choses apparaissent, et si tu es attentif, tu les verras. Mais être attentif demande de ralentir. Et ralentir est un acte radical aujourd'hui, parce que le monde veut de la vitesse, des clics, de la production, de la performance, et la beauté demande du silence, du temps, de la présence. Sommes-nous encore capables de ça? Peut-on encore s'arrêter 5 minutes pour regarder la lumière passer par la fenêtre sans sortir son téléphone? Peut-on encore écouter une chanson du début à la fin sans zapper? Peut-on encore s'émerveiller vraiment d'un coucher de soleil sans le poster? Ou bien notre sensibilité est-elle devenue algorithme? Il n'y a pas de réponse toute faite. Mais c'est une question urgente, parce que sans beauté, la vie devient fonctionnelle. Et personne ne peut rester fonctionnel tout le temps. À un moment, l'âme réclame de la poésie, du silence, de l'enchantement. Et quand elle ne le trouve pas, elle tombe malade. As-tu remarqué que les gens les plus durs, souvent, sont ceux qui ne se laissent plus toucher par rien? Des gens qui ne pleurent plus, ne s'étonnent plus, ne s'émerveillent plus, qui regardent un champ de lavande et y voient un terrain mal exploité, qui voient la mer et pensent « bouchons au retour », qui ont oublié comment ressentir,
Mais ce n'est pas leur nature, c'est une protection. Parce que ceux qui ont trop ressenti et n'ont pas su quoi faire de ça, apprennent à s'anesthésier et se tiennent à distance de la beauté, parce qu'elle fait mal. Oui, la beauté fait mal. Elle déchire par contraste. Elle montre à quel point on s'en est éloigné. Tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on a oublié de soi. Mais cette douleur, c'est le chemin du retour. C'est la fissure où passe encore un peu de lumière. C'est l'invitation, peut-être la dernière, à regarder à nouveau. Et quand on accepte cette invitation, quand on réapprend à s'émouvoir de ce qui ne sert à rien, quelque chose se réorganise à l'intérieur. Un recommencement silencieux, un retour au sensible, à l'essentiel, à ce qui nous rend, enfin, humains. Alors je te demande, quelle est la dernière fois que quelque chose t'a ému sans raison? Pas parce que c'était utile, pas parce que c'était prévu, mais parce que ça t'a saisi, parce que ça t'a traversé, parce que tu t'es arrêté. Si ça fait longtemps, peut-être qu'il est temps de chercher. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Il suffit d'être là, d'être entier, de regarder avec d'autres yeux, de regarder en toi, puis de regarder dehors, et de voir vraiment ce qui vibre encore, ce qui respire encore, ce qui fleurit encore. C'est ça, maintenant, la mission. Retrouver la beauté oubliée. Et si ce que nous avons cherché toute notre vie avait toujours été là, juste devant nous, tout au long de ce chemin, nous avons déconstruit une croyance silencieuse qui accompagne tant de gens depuis l'enfance. L'idée que la plénitude, la joie, le soulagement, le sens de la vie sont quelque part au loin. Après la douleur, après la lutte, après l'objectif atteint, après avoir comblé tous les manques, mais et si ce plus tard n'arrivait jamais? Ou pire, et s'il arrivait sans suffire? Combien de fois as-tu obtenu ce que tu pensais être indispensable pour réaliser quelques jours plus tard que l'agitation intérieure était toujours là? Combien de fois as-tu dit « il ne manque que ça » et une fois atteint, découvert que beaucoup manquait encore? Combien de fois as-tu accumulé des réussites sans jamais te sentir plus vivant? La réalité peut être brutale, mais elle est aussi libératrice. Le futur n'a pas le monopole de notre paix. Ce n'est pas qu'il soit sans valeur, mais au fond, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons se déroule dans un espace bien plus étroit qu'on ne croit, le présent. L'instant où tu respires, le moment où tu ressens. Le choix silencieux de continuer malgré le doute. Ce un jour à la fois, qui revient comme un fil rouge tout au long de cette réflexion, ce n'est pas une formule toute faite pour ceux qui ont perdu le cap. C'est une philosophie concrète, un art de vivre pour ceux qui ont compris que la vraie vie n'est pas une destination finale, mais le chemin que l'on foule, ici et maintenant, avec ce qu'on est. Mais pourquoi est-ce si difficile à accepter? Parce qu'on nous a appris à utiliser le présent comme tremplin, à voir l'instant comme une simple transition, un couloir menant vers ce fameux quand. Quand j'aurai réussi, quand j'irai mieux, quand je rencontrerai quelqu'un, quand tout prendra enfin sens. Le problème n'est pas de rêver. Le problème, c'est d'utiliser le rêve comme une excuse pour fuir ce qui est. Parce que le présent, souvent, est bancal, flou, inconfortable. Et justement pour cela, il exige une chose rare, une présence courageuse. Tu as déjà essayé d'être pleinement là, même dans les jours ordinaires? As-tu déjà dit merci même quand rien n'avait changé? As-tu déjà simplement existé, sans attendre de résultats immédiats? Ce type de présence ne vient pas du désir. Il vient de la maturité, celle de celui ou celle qui est déjà tombé, qui a trop attendu, qui a été déçu et qui a appris, dans le silence, à voir. À voir la beauté d'un soir calme, d'une conversation simple, d'un verre d'eau savouré sans hâte,
d'un corps qui répond encore, même épuisé, d'un silence qui n'oppresse pas, mais enveloppe. Parce qu'une fois que tu réalises qu'il n'y aura peut-être pas de plus tard, plus parfait que cet instant présent, quelque chose bouge. Tu cesses de courir et tu commences à marcher. À marcher plus lentement, mais plus sincèrement, avec plus de présence, avec plus de gratitude. C'est à ce moment que naît une nouvelle relation au temps. Les jours cessent d'être des barrières entre toi et la vie que tu veux, et deviennent la vie elle-même, un à un, imparfait, inachevé, mais réel. Et habiter des jours imparfaits avec intégrité, c'est peut-être l'un des signes de sagesse les plus profonds. Cette sagesse ne s'apprend pas dans les livres, elle s'exprime dans les petites décisions. Tendre la main sans savoir quoi dire, préparer un repas même sans appétit, appeler quelqu'un juste pour dire « je suis là », écrire une ligne sans savoir si elle aura une suite, se taire alors que tout en toi voudrait crier. Ce sont ces gestes qui construisent une vie qui vaut la peine. Pas les titres, ni les projecteurs, mais les choix invisibles, discrets, qui transforment de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'au bout du compte, ce qui nous définit, ce n'est pas ce qu'on a accompli, c'est ce qu'on a su soutenir, ce qu'on a préservé avec constance, ce qu'on a choisi d'être, même dans le silence. La fleur que Van Gogh a peinte pendant ses crises, le pain que quelqu'un a préparé avant le lever du soleil, la musique que tu écoutes seul pour ne pas t'oublier, la caresse à ton animal, l'étreinte fatiguée mais sincère, le silence chargé d'amour, le soin envers ton propre corps, le regard qui comprend sans juger. Ce sont ces petits fragments, cousus avec attention, qui tissent une vie pleine. Et c'est pour ça que, un jour à la fois, n'est pas une stratégie pour survivre. C'est une renaissance. Une renaissance vers une vie plus simple, moins mise en scène, moins idéalisée, plus vraie, plus humaine. Et donc, plus belle. Peut-être que tu ne sais pas ce qui t'attend. Et c'est très bien ainsi. Si aujourd'hui, juste aujourd'hui, tu peux être là entier, sincère, vulnérable, ouvert, c'est déjà un miracle, c'est déjà un acte de foi, c'est déjà vivre. Alors ne remets pas à demain. N'attends pas que tout soit parfait. N'attends pas d'être prêt. La vie ne te demande pas d'être brillant. Elle te demande juste d'être présent. Merci d'être resté jusqu'ici. Vraiment. C'est rare quelqu'un qui reste. Rare quelqu'un qui s'arrête. Rare quelqu'un qui ressent. Mais si tu as ressenti, si tu es arrivé jusqu'au bout, c'est qu'il y a encore quelque chose en toi qui bat. Et cela est bien trop précieux pour être ignoré. Emporte cela avec tendresse. Reviens quand tu en auras besoin. Quand tu oublieras. Quand le futur pèsera trop lourd. Quand le présent te semblera trop étroit. Quand le vacarme sera plus fort que ton cœur. Parce qu'ici, tu retrouveras toujours ce rappel. Tu n'as pas besoin de tout. Seulement d'aujourd'hui, de maintenant, de toi. Et cela, c'est déjà immense.